Depuis sa création, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, s'est inscrite dans une dynamique d'amélioration continue face à des défis aussi divers que variés. C'est ainsi qu'elle a continuellement cherché à renforcer sa gouvernance et ses outils de gestion en vue de mieux s'adapter à son environnement, remplir ses nouvelles missions et répondre aux exigences inhérentes à son rôle de banque de développement. Dans le cadre de cette politique d'amélioration continue, la BOAD a récemment adopté de nouvelles normes fiduciaires, présentement en cours de vulgarisation dans les 8 États membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La banque est l'institution commune de financement du développement de l'UEMOA. Et dans cette mission, elle a la responsabilité de s'assurer de 2 choses fondamentales. La première chose, c'est de s'assurer que les fonds qu'elle-même reçoit de ses actionnaires, qui sont les États membres et d'autres pays comme la France, l'Allemagne, le Maroc, ainsi de suite, et d'autres institutions, que ces fonds-là sont convenablement gérés. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est de s'assurer aussi que les fonds qu'elle-même met à la disposition de ses emprunteurs vont dans les projets où ça doit aller. Si on finance un projet quelque part, on veut s'assurer que l'argent va au bénéfice des bénéficiaires encore et non pas ailleurs. Voilà. C'est ça. Et donc, pour s'assurer atteindre cette responsabilité, nous avons mis en place dans la dynamique d'amélioration de notre gouvernance, nous avons mis en place ces 4 dispositifs-là pour s'assurer de cela. Je me rends compte que les outils modernes, en tout cas de gouvernance, sont en place dans l'institution. Je vois également autour des questions qui ont été posées, une question est revenue très très souvent, c'est celle de la nécessité de passer, n'est-ce pas, des contrôles de conformité vers plutôt des contrôles basés sur les risques. Et je me réjouis de voir que la BOAD en interne, sur le plan organisationnel globalement, ainsi que sur les termes de suivi des projets, ce thème existe et est une réalité. Dans la sous-région ouest-africaine, l'essentiel des dépenses effectuées par les États et leur démembrement se joue à travers les marchés publics. En ce sens, il constitue un enjeu majeur dans le développement économique et social de la région. Les marchés publics sont cependant un terreau fertile pour la fraude et la corruption. Consciente de tous ces enjeux, la BOAD a progressivement amélioré ses politiques et procédures d'acquisition. Ces politiques et procédures de la banque en matière de passation des marchés sont détaillées dans 2 séries de directives. Les directives relatives à la passation des marchés de travaux, de biens et de services et les directives relatives à la passation des marchés de consultants. Avec la mise à jour, nous avons 2 séries de directives maintenant. Une directive consacrée aux consultants et une directive consacrée aux autres types de marchés, les marchés de travaux, les marchés de services courants et les marchés de fourniture. L'autre innovation, c'est la prise en compte des directives communautaires. Vous savez qu'au niveau de notre zone UEMOA, depuis 2005, il y a eu des directives qui ont été édictées pour régir la commande publique. Et donc, dans la mise à jour, la banque a pris soin d'incorporer les directives, les éléments essentiels des directives communautaires dans ses propres directives. Notamment, par exemple, la prise en compte du recours. Lorsque, par exemple, un soumissionnaire n'est pas satisfait, il y a un recours qui lui est offert via les organes nationaux. Nous poursuivons le respect des mêmes principes, le principe d'efficacité, de transparence et d'économie. Donc, nous pouvons dire effectivement que les dispositions qui sont prévues dans les directives de la BOAD sont relativement conformes aux dispositions du droit interne et ça nous met à l'aise. Cependant, ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux en alignant les délais de traitement des différends aux délais qui sont prévus au niveau national, mais aussi en acceptant uniquement le contrôle a priori de la direction centrale des marchés publics, ce qui aurait permis de diminuer les délais de procédure et de rendre plus célère la procédure. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est l'un des points majeurs des nouvelles normes adoptées par la BOAD. En effet, l'intégration de l'Afrique au sein de l'économie mondiale se traduit par une mobilité accrue des capitaux et par le développement rapide des nouveaux moyens de paiement associés aux nouvelles technologies de l'information. Cette évolution tend à offrir des outils de plus en plus sophistiqués permettant de blanchir le produit de l'argent du crime tout en préservant l'anonymat des transactions. S'inspirant des dispositifs communautaires et internationaux pour prévenir l'utilisation de ces fonds à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, la BOAD a mis en place un certain nombre de mesures
qui se sont traduites par la conception d'un dispositif dédié. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, c'est un sujet qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, qui est pris en compte à tous les niveaux. Et la BOAD, comme les autres institutions financières de développement, a intégré dans ses normes, dans ses règles de gestion, la prise en compte de ces éléments pour les adresser de façon significative dans les opérations qu'elle mène, de sorte que les opérations qu'elle finance ne soient pas l'occasion pour l'injection des fonds de sources criminelles dans l'économie normale. Donc, les règles mises en place par la banque demandent une certaine vérification approfondie de la connaissance du client, de ses antécédents. Donc les promoteurs qui viennent, on passe tous les éléments les concernant au peigne fin pour voir si la source des fonds propres qui vont être injectés dans les financements sont d'origine propre, si je peux le dire comme ça, et que les bénéficiaires effectifs des investissements sont effectivement ceux que nous avons en place et en face de nous. Donc c'est une analyse qui se fait à l'entrée, pendant la réaction, et la relation d'affaires et à la clôture. Outre le blanchiment d'argent, la corruption constitue l'un des principaux symptômes du dysfonctionnement de la gouvernance, caractérisé par des défaillances des institutions pour faire appliquer des règles de transparence. La corruption peut majorer jusqu'à 100% le coût des biens et services fournis par l'État, selon des études. En altérant l'affectation des ressources, elle augmente les prix des services publics, réduit leur qualité et en limite l'accès pour les pauvres. La corruption peut également coûter au gouvernement jusqu'à 50% de manque à gagner en recettes fiscales, tout en contribuant à réduire l'investissement étranger et national par l'accroissement du coût et du risque lié aux affaires. Ce dispositif vise premièrement et fondamentalement à s'assurer que l'argent que nous mettons à la disposition de nos emprunteurs et l'argent que nous recevons ne vont pas dans des actes de corruption ou de fraude, mais vont exactement pour remplir la mission de la banque. Et ce dispositif est composé de 3 textes fondamentaux. Le premier texte que nous appelons la politique de lutte contre la fraude et la corruption, de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption, elle a défini qu'est-ce que c'est que la fraude, qu'est-ce que c'est que la corruption, qu'est-ce que c'est que les autres actes répréhensibles, comment est-ce qu'ils sont traités, quels sont les dispositifs que la banque met en place pour lutter contre. Et tous les principes et les règles de cette politique-là sont définis dans ce premier texte. Le deuxième texte, c'est la politique d'enquête et de sanctions qui définit la façon dont on travaille dans ce dispositif. Quand quelqu'un lance une alerte sur un cas de fraude ou de corruption, comment est-ce que l'alerte est enregistrée, comment est-ce qu'elle est traitée, dans quelles conditions on considère qu'elle est valable et qu'on peut entamer une enquête là-dessus, et comment est-ce que les résultats de l'enquête sont présentés. Et puis, comment est-ce que les sanctions aussi sont prononcées, quelles sont les voies de recours, quels sont les organes qui traitent la sanction. Et la troisième politique, c'est la politique de protection des lanceurs d'alerte, qui est très importante. Si quelqu'un lance une alerte qui implique quelqu'un, une tierce personne, cette première personne peut faire l'objet de représailles de la part de celui qui est impliqué. Et comment est-ce que la banque fait pour protéger les lanceurs d'alerte? C'est ça qui est un peu décrit dans la troisième politique. On est dans un contexte où l'ensemble des pays sont en train de mettre en œuvre des agences de lutte contre la corruption et également renforcer la responsabilité et le pouvoir des corps de contrôle. Donc dans un tel contexte, il est heureux de voir des institutions comme la BOAD de mettre en œuvre des outils pour renforcer sa gouvernance. Donc, parce que nous pensons qu'en fait l'approche de lutte contre la corruption, c'est une approche systémique. Et au niveau de chaque institution, il faut un leadership pour mettre en place un mécanisme de lutte contre la corruption. Dans le cadre de sa mission de financement du développement, la Banque ouest-africaine de développement s'est assignée comme objectif primordial de construire une banque de développement moderne, compétitive et efficace. Dans ce contexte, l'un des efforts de la banque a consisté à renforcer et à faire appliquer des règles dans tous les secteurs d'intervention, y compris ceux relatifs aux questions environnementales et sociales, en les alignant sur ceux des institutions financières internationales.
C'est à cet égard que la banque a mis en place un dispositif pour la vulgarisation de la conformité et le règlement des griefs. Ce dispositif vise d'une façon générale à mettre à la disposition de tous ceux qui ont subi des préjudices résultant d'un projet financé par la BOAD un mécanisme indépendant par lequel ils peuvent demander à la banque d'agir conformément à ses propres règles, politiques, procédures et directives. La conformité environnementale et sociale des projets, en fait, découle d'une série d'environ 60-70 tests que la banque a mis en place en termes de politique, en termes de procédures et de normes pour permettre d'adresser tout ce qui est exigence environnementale, exigence sociale, question du genre dans le financement des projets. Pour faire en sorte que non seulement les projets doivent répondre aux critères de financement, mais encore puissent être bénéfiques pour les populations et les générations à venir. Donc, sur cette base, que fait la BOAD? À l'entrée déjà d'un projet en portefeuille de la banque, pour que le projet puisse être présenté à son conseil, il faut des études environnementales et d'impact environnemental et social assez approfondies en raison de la classification des projets, parce qu'il peut y avoir plusieurs catégories par rapport à la classification environnementale. Et à partir de là, il y a des plans de gestion environnementale et sociale qui sont mis en place dans le cadre du projet. Il y a des plans d'action et de relocalisation, éventuellement si des populations sont affectées par la mise en œuvre des projets. Il y a des plans de sauvegarde de la faune, de la flore en fonction des projets, ainsi de suite. Depuis plus de 4 décennies, la BOAD s'attelle à remplir sa mission de banque de développement dans des domaines aussi divers que le développement agricole et rural, les télécommunications, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, l'électricité et l'industrie. Au 30 novembre 2016, la banque a ainsi financé 1019 projets publics et privés pour un montant global de 4 126 milliards de francs CFA.